nous voudrions, toute l'équipe du Musée de la Femme Henriette Bathily, en commençant par Tata Anne Darneville, la directrice fondatrice, Madame Marie-Pierre Mbaye-Maïrik, Florence et toute l'équipe, moi-même, la directrice exécutive du Musée de la Femme Henriette Bathily. On ne vous entend pas bien. Vous souhaiter la bienvenue et dire tout le plaisir que nous avons d'accueillir une manifestation organisée dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas et qui tourne autour du thème de la penderie de Mam. Donc aujourd'hui, l'arbre à palabre, c'est le musée de la femme Henriette Bathily. Et comme vous le savez, par rapport en tout cas au thème qui nous réunit aujourd'hui et concernant particulièrement la vêture et le corps de la femme, a eu à mener plusieurs activités pour la valorisation de ce corps, pour la valorisation de la femme elle-même, pour la valorisation de tes savoir-faire et savoir-être autour donc de la femme. Madame Marie Fall, donc c'est un plaisir que nous avons aujourd'hui de vous accueillir, d'accueillir ce projet avec Maguette, une jeune que j'ai rencontrée depuis des années et qui travaillait déjà sur ces thèmes-là. Avant de pouvoir revenir, pour vous présenter un petit texte sur les textiles ici au niveau du musée de la femme Henriette Bathily. Voilà les quelques mots de bienvenue que je voulais vous dire en souhaitant plein succès à cette activité, en disant aux différents participants présents et ceux qui nous suivent à travers l'Internet de passer vraiment de grands moments, des moments utiles. Et merci de votre bien aimable attention. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Je pense que j'ai énormément, je vois d'ailleurs un visage que je connais bien, Mireille, qui nous vient de Québec. Donc, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui en présentiel et visioconférence. Je vois Claire de Belgique, de Suisse, mais de la diaspora jamaïcaine. Je n'ai pas tout le monde, je ne vois pas tout le monde, donc, mais je vous accueille toutes et tous avec joie parce que cette session est une session assez spéciale, comme vous le verrez avec notre panel. La majorité des intervenantes, ce sont des femmes. Nous avons un seul homme qui a osé venir s'immiscer là-dedans, ce qui est parfait, parce que je considère que lorsqu'on parle des droits de la femme, c'est quand même de la complémentarité qu'il s'agit et non pas de l'opposition. Donc, Monsieur le juge, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous accompagner, de venir éclairer aussi notre vue, notre chemin, notre lanterne par rapport au Bahima. Mais je voudrais aussi accueillir et dire à toutes nos panélistes, Astou Bangorasso, Maggie Gueye, Fatou Kine Kamara, et à notre modératrice, Fatou Sow Dembel, comme disait sa sœur l'autre jour, parce que je disais Fatou Sow, elle dit non, c'est Dembel. Alors Fatou, ma chère sœur, toi aussi, je sais que tu es ultra prise et que tu as dû faire un effort particulier pour te joindre à nous et jouer ce rôle de modératrice. Donc, je te laisse la parole. À toi, ma chère sœur. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndaye-Marie. Merci beaucoup au Musée de la Femme. Et merci beaucoup à toutes les personnes
y compris à nos amis hommes présents à cette session, notamment le juge Diouf et le professeur Ndiaye. Je présente mes salutations les plus sincères, disons. Alors, on m'a demandé de modérer la session. Mais il est évident que modérer la session est importante parce que nous allons avoir une discussion autour de la vision que les Africaines et les Africains, autour de la tradition de Mam, ont du corps de la femme africaine. C'est extrêmement important. Et plusieurs des présentations qui sont ici sont faites par des personnes qui ont longuement réfléchi à ces questions et qui vont toutes nous éclairer de point de vue à partir de positions différentes, ce qui est leur perception du corps des femmes, ce que la penderie de Mam peut signifier, pas ce qu'elle peut contenir, mais ce qu'elle peut signifier. Mais je voudrais peut-être dire quelques mots, puisqu'on m'a donné la parole, c'est de parler un peu du corps des femmes. Ce corps des femmes qui va être l'objet de notre attention. Vous savez que le corps des femmes, c'est un ensemble d'éléments biologiques, mais surtout un ensemble de représentations que s'en font les personnes sur la manière d'utiliser son corps, sur la manière de se tenir, de soigner, de l'habiller, de parler, de marcher, de travailler et de penser. Toutes ces actions résultent au fond de constructions sociales qui dépendent des valeurs et des normes culturelles, idéologiques, morales et religieuses dans lesquelles se meut ce corps des femmes. Quand on parle du mariage et de ses institutions, quand on parle du rapport dans le couple et dans la famille, quand on parle de la maternité, qui est une question centrale pour le corps des femmes, quand on parle du veuvage, de l'accès à l'héritage, ou bien même de l'accès à diverses sortes de production, que ce soit l'agriculture, l'artisanat, le commerce d'entreprise, ou bien le grand secteur privé ou la fonction publique, tous ces phénomènes, au fond, répondent à des pratiques sociales qui relèvent de la culture. Donc, un premier constat, à mon avis, c'est que ces cultures ne sont pas figées, elles sont mouvantes parce qu'elles sont vivantes et elles évoluent dans l'espace et dans le temps. Bien sûr, le corps des femmes et les femmes elles-mêmes sont les premières concernées par les débats sur la culture. Elles sont en effet érigées en symbole de l'identité nationale, en symbole de l'identité culturelle, sans doute à cause de leur rôle reproducteur. Excusez-moi 2 secondes, j'ai des problèmes avec mon... Alors, quel regard? Parce que c'est un regard que nous allons porter sur le corps féminin. En tout cas, c'est à cela que nous invite la penderie de Mam. Mais je pense qu'on ne peut pas s'éviter, en regardant ce qu'il y a à l'intérieur de cette penderie, de voir le corps des femmes comme un lieu de valeur. Ces valeurs sont des regards qui sont portés aussi bien sur le corps de l'homme que sur le corps des femmes. Et le corps des femmes est pour nous particulièrement important, pas parce que nous sommes femmes, mais parce que c'est un espace où, premièrement, de la sacralisation du corps féminin à la marchandisation de son corps, à travers la publicité, la prostitution, le montant de la dot, la négociation du montant de la dot, et en même temps, cette fonction que l'on dit sacrée de la maternité, il y a des valeurs qui se jouent et des valeurs qui sont souvent des valeurs contradictoires. Il y a également que le regard que l'on porte sur le corps de la femme est important parce que le corps de la femme est souvent un objet de désir dans des rapports de séduction, objet du désir masculin. Bien sûr, on ne peut pas schématiser la sexualité comme une pratique faite uniquement d'agressivité. Parce qu'à ce moment-là, on irait tous les rapports amoureux faits de désir, de jeux amoureux érotiques entre partenaires pour séduire ou satisfaire le désir réciproque.
Mais on ne peut cependant ne pas évoquer les rapports de domination et de violence qui peuvent accompagner le langage et l'acte sexuel. Enfin, un dernier point, le corps de la femme est l'espace où, alors je dis entre guillemets, mais c'est vrai, l'instrument de la reproduction biologique et sociale. C'est important dans le contexte culturel, parce que ce n'est pas tant le sexuel que le social qui entoure le sexuel. Si le corps est l'espace à maternité, il est aussi l'espace révélateur de la paternité. Et dans les sociétés matrilinéaires, on le sait bien, l'importance de l'oncle maternel dans ce système. Et cette capacité, au fond, elle met la femme à la fois dans une position de pouvoir, parce que c'est elle qui reproduit, mais dans une position de subordination, parce que quand elle ne reproduit pas, elle est réduite à un minimum strict de valeur. Et les femmes sont toujours en train de négocier entre eux cette position de subordination et cette position de pouvoir. Donc, c'est quelques points que je voulais donner pour qu'on ait en même temps toutes ces considérations quand on va regarder la penderie de Mam, quand on va voir défiler ces discours et ces images autour de ce corps féminin qui a plusieurs significations, plusieurs connotations qui, à mon avis, sont extrêmement importantes pour les comprendre. Donc maintenant, une fois que j'ai dit ces mots, après je ne dirai plus rien, mais je voudrais passer la parole au juge Ahmed Diouf, si je ne me trompe pas, au juge Ahmed Diouf, qui est avocat général à la Cour suprême, président de la commission Wolof de l'Académie des langues de l'Union africaine et auteur du livre La gens ou la gens, on dirait en latin, de droit maternel ou la faille matriarcale, publié à l'Harmattan au Sénégal en 2016. Sa présentation sera Bahimam, la femme ancêtre. Monsieur le juge, je vous donne la parole. M'avoir donné la parole. Je me réjouis aussi de ma présence au niveau du musée de la femme pour apporter ma modeste contribution masculine. Alors, quand on me permet de parler de Bahumam, qui est un mot, une expression de mot, qui est aussi une image. Vous nous plongez ainsi au cœur du système totémique, du système clanique qui a existé et qui persiste encore à faire valoir un certain nombre de manifestations. Donc, il nous faut, avant de nous lancer dans cette brève communication, parler un peu du contexte dans lequel le Bahumam s'est manifesté et une sorte de manifestation sociale. Et c'est le contexte de l'agence. L'agence est une organisation sociale qui était dominée entièrement par la femme. Je parle bien sûr de l'agence de droit maternel. C'est un espace social donc qui était placé sous l'autorité de la femme pendant plusieurs siècles. Je crois l'avoir démontré dans mon livre, 250 pages environ. Et un espace social dominé par la femme qui fait qu'il y avait une double interdiction de conjonction. Une interdiction de conjonction entre ascendants et descendants et une interdiction de conjonction entre frères et sœurs. Alors, pour traiter spécialement du mot de l'expression Bahumam, il faut dire d'abord que c'est un mot, une expression de mot, et c'est une image. Et lorsqu'on parle d'image, on parle nécessairement d'un symbole. Et je vous laisserai parler de la vêtue et de tout cela qui sont des manifestations culturelles extrêmement importantes, notamment le corps, la vêtue. Mais de parler tout simplement du Bahumam comme étant une image, c'est-à-dire un symbole. Et quand on parle de symbole, il y a nécessairement un sens qu'il faut donner à ce symbole-là. Alors, ce qui est important,
avant de parler de l'image et du symbole, c'est qu'un grand auteur nous disait que les anciens parlaient en utilisant de bien grands mots. Alors, lorsqu'on parle du mot de Bahumam, je vais utiliser un bien grand mot, c'est le sang menstruel de Mam. Les Mam disaient les choses comme ils l'entendaient, ce n'est plus maintenant de notre génération. Alors, il y a une autre image. Maintenant, l'image, c'est le symbole, c'est-à-dire ça renvoie à une analogie. Mais analogie par rapport à quoi? Bahumam, si Bahumam est une image, l'image renvoie à une analogie, mais Bahumam est analogue à quoi? C'est ça, en fait, le problème posé. Une analogie, je le répète, je le dis, c'est le fait qu'il y ait une ressemblance d'idées qui portent chacune sur un objet de pensée différent. Alors donc, quand on dit que Bahumam c'est une analogie, la question qu'il faut se poser, c'est analogie par rapport à quoi? Alors, pour traiter ce sujet, il y a deux entrées. Pour traiter du sujet de Bahumam, il y a deux entrées. Il y a l'entrée qu'on peut appeler des appellations collectives, parce que lorsqu'on parle de clans et de gens de droit maternel, nous sommes organisés en clans, et lorsqu'il y a un clan, il y a une vie collective, il y a une réaction collective, il y a des actions collectives. Et les appellations aussi qu'on nomme désignations sont des appellations collectives. Et il y a aussi le mythe. Voilà donc deux entrées que nous pouvons avoir pour parler du Bahumam. Alors, ceci dit, le mythe nous renvoie encore au symbole. C'est-à-dire que le mythe est un langage symbolique, c'est une fresque qui nous permet de connaître, si nous arrivons à décrypter le symbole, à une organisation sociale précise. Donc, retenons que Bahumam est un élément de l'analogie, c'est un élément aussi de l'imaginaire. Je vous donnerai tout simplement une image, parce qu'il y a beaucoup de mythes sur beaucoup de mythes. Je n'en parlerai rapidement que d'un seul. Beaucoup de mythes sur le Bahumam. Alors, dans le mythe de fondation de l'Agence de droit maternel, donc une montre de l'organisation sociale qui est dominée par la femme, et il y a un mythe, une partie de l'exposé qui dit ceci, en parlant de la naissance mythique de Samba de la nuit, parce que le mythe est ainsi intitulé, ou Samba Goudi, la naissance mythique parce qu'il y a un couple gémellaire entre Kumba et Samba. Ça nous permet de parler de la complémentarité dont souligné tout à l'heure. Alors, sa naissance mythique, après avoir échangé avec sa mère mythique, donc Kumba, des propos, donc après avoir tenu un verbe, après que la maman a tenu un verbe, Samba va naître. Avant terme, c'est-à-dire contrairement aux hommes, parce que lui, il n'est pas de la même catégorie que les hommes. Mais il est de la même espèce que sa mère. Nous reviendrons sur ça en vous parlant tout simplement du mythème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit à sa naissance, c'était debout bien sûr, il se coupa tout seul le cordon ombilical. Il fit sa toilette tout seul. Il était au pied de la couche maternelle lorsque les matrones, attirées par le cri, pénétrèrent dans la chambre et s'ahuilirent. C'est honneur. Alors là, quand vous avez une telle phrase, un tel mythème, il y a tellement de symboles que vous ne pouvez plus vous retrouver. Donc, il se tenait debout. Il y a la verticalité. Il s'est coupé le cordon ombilical. Donc, ça renvoie au cordon ombilical comme étant la source de tout ce qui existe. Alors, il a fait seul sa toilette, c'est-à-dire il est le premier à prendre le bain rituel. Il était au pied de la couche maternelle. La couche maternelle, c'est quoi? La couche maternelle, c'est la matière primordiale, le monde cosmique universel. Donc, vous voyez déjà, à partir de ce mythème, que la mère Kumba est à l'origine pratiquement de tout, avec Samba. Mais c'est la mère qui, en dernière analyse, est à l'origine de tout dans notre façon de voir les choses. Je passerai rapidement sur ça parce que j'ai très peu de temps. Je ne bénéficie pas d'une discrimination positive, même si je suis le seul homme.
Donc, la naissance de Samba et de Kumba va faire ce qu'on appelle, va constituer ce qu'on appelle le couple gémellaire. Alors, tout cela maintenant, toute cette conception-là est rendue dans la vie sociale, d'abord au niveau de la concession et ensuite au niveau de l'organisation sociale. Traditionnellement, nos concessions, c'était de forme circulaire ou sous forme d'un œuf légèrement arrondi. Et à l'entrée, il y a ce qu'on appelle le mbaïgaché. Alors, il y a symboliquement une ligne qui traverse la cour de la concession et qui va de l'entrée à la concession, à la chambre de la mère qui se trouve au fond, avant l'autel ancestral. Au fond de la concession, avant l'autel ancestral. Donc, derrière la chambre de la mère, il y a l'autel ancestral. Et par rapport à la chambre de la mère, les enfants, les filles se tenaient à la droite de la chambre et les garçons à la file de la chambre où ils avaient leur chambre. Donc, les enfants, c'est quoi? Vous avez la palissade qui est le mbaïgaché. Les enfants, c'est quoi? C'est le mbanyumurus. Hein? La ligne verticale qui traverse la concession, c'est le bahumam. Parce qu'il faut interdire la conjonction entre les garçons et les filles. Mais en traversant la concession, au centre de la maison, il y a ce qu'on appelle, au centre de la concession, il y a ce qu'on appelle, qui est le lieu de pillage, il y a ce qu'on appelle la voie lactée terrestre, c'est-à-dire la reproduction de la voie lactée céleste au niveau de la Terre, c'est la voie lactée céleste. C'est un lieu par excellence de reproduction symboliquement, parce qu'on reprend la voie lactée céleste que l'on reproduit sur la Terre. Et c'est le lieu que seules les femmes à l'origine fréquentaient. Alors c'est là, effectivement, cette ligne qui traverse et qui sépare, c'est là justement le bahumam essentiellement comme règle sociale de séparation. Alors, vous avez donc, si vous étudiez le champ lexical de tout ce qui touche au mam ou au bahumam, vous avez le mbaïgaché, vous avez le mbaïnrus, vous avez le bahumam, vous avez le bahantal, vous avez aussi le banyumam, et tant d'autres. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un cadre, et c'est le cadre de l'agence que je vous ai révélé tout à l'heure. Alors, quel est l'élément de l'analogie? Lorsqu'on parle de sang matériel comme image, quel est parce que le sang matériel, le sang menstruel, pardon, comme image, va nous renvoyer à quelque chose de singulier. Parce que l'image, le sang menstruel a des propriétés d'interdit par lui-même. Et lorsque vous revenez dans le champ social, il y a des interdits. Ce sont ces interdits qu'on appelle banyumam. Banyumam, cela veut dire quoi? Il n'y a pas de conjonction sexuelle entre frères et sœurs, la ligne verticale du bahumam. Il n'y a pas de conjonction sexuelle entre ascendant et descendant, la ligne originale du mbaïgaché qui est la grande honte. Donc vous voyez très bien, tout se tient. Tout se tient lorsqu'on les analyse, lorsqu'on analyse les éléments du champ lexical, non pas isolément, mais ensemble. Et voilà l'élément de l'analogie. Le sang menstruel renvoie lui-même à des propriétés d'interdit, mais le sang menstruel, sur le plan social pur, renvoie à un interdit sexuel ou à des interdits sexuels. Et ces interdits sexuels que je vous ai dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est entre les garçons et les filles. Et là, ça nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle les appellations collectives. Les garçons sont dits des magots, les filles sont dites des madjigènes. Ma, c'est un préfixe collectif, un préfixe d'appartenance collective, c'est-à-dire un ensemble de garçons et un ensemble de filles. Donc, une fois qu'il y a cette division en deux moitiés, l'élément analogique à l'image de bahumam apparaît. L'interdit sexuel et l'interdit de consommer l'aliment totémique qui est incarné par le génie. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je l'ai longuement développé dans mon livre. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Je retrouve votre éloquence à propos de la tradition des femmes. Je vous en remercie. Je voudrais passer maintenant la parole à Dr Fatkine Camara, qui est docteur en droit privé, maîtresse de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va nous parler du couple de Mam. Fatkine,
Tu as la parole. Oui, merci beaucoup Fatou. Merci rapidement, merci à Mélina Seymour de Africa Mondo, à Marie-Fall de RIFA, au MUFEM, à mes amis du MUFEM, et puis merci à notre Gourou-Mbota d'aujourd'hui, Ahmed Diouf, de raconter si bien la tradition des femmes en Afrique, et à commencer par le matriarcat. Donc moi, je vais parler du couple dans la tradition africaine, et j'ai prévu une présentation PowerPoint pour que ce soit plus clair. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ba. Donc, diapo, s'il vous plaît. Étant donné, diapo, s'il vous plaît. Il était convenu que si je dis diapo, on passe à la diapo suivante, mais peut-être que monsieur Ba ne m'entend pas. Bon, ça fait rien, je continue quand même, voilà. Étant juriste, je commence avec ma matière, c'est-à-dire le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Il a été adopté en 2003 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Maputo. Et dans son préambule, il dit ceci de très important. Fatkine, on ne t'entend plus. Fatkine, tu nous entends? Fatkine, on ne t'entend plus. Vous me suivez ou il y a une coupure, j'ai l'impression? Non, il y a une coupure, il y a une coupure. D'accord, mais bon, il y a le texte. On est sur la on est sur la première diapo. D'accord, donc on peut passer à la deuxième. Voilà, c'est bon, cette diapo. Et dans la deuxième diapo, donc ici, c'est le préambule de la CEDEF. Quelques années auparavant, les Nations Unies ont adopté une convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et dans Fatkine, on ne t'entend pas. je vais me déplacer. Parce Non, il y a des coupures. Hein? Qui va pas. Donc, cela veut dire que pour les rédacteurs. Oui, cela veut dire que pour les rédacteurs de la CEDEF, non, là, c'est trop loin. Je ne suis pas encore passée. On peut retourner à la diapo numéro 2, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Cela veut dire que pour les rédacteurs de la CEDEF, la tradition est hostile à l'égalité homme-femme. Mais de quelle tradition parle-t-on? Dans ce monde globalisé, depuis les traites esclavagistes, cette tradition à laquelle il fait référence, c'est la tradition patriarcale, la tradition esclavagiste, qui est à l'opposé de la tradition africaine, qui est une tradition matriarcale, humaniste, comme Cheikh Anta Diop l'a bien montré dans son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. Donc, c'est ça que je voudrais voir avec vous, c'est le fait que, comme le dit le protocole de Maputo, la charte, le protocole de Maputo, la tradition africaine, c'est une tradition matriarcale. La tradition dont parle la CEDEF, cette tradition contre laquelle on se bat aujourd'hui, elle n'est pas d'essence africaine. Aristote lui-même le dit. Non, s'il vous plaît, oui, c'est ça, voilà, c'est bon. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, Aristote, dans son ouvrage politique, et n'oubliez pas qu'Aristote est considéré comme étant un très grand philosophe et qu'il est enseigné dans toutes les universités et déjà dans les lycées. Donc, il nous dit dans son ouvrage politique, paragraphe 4, je ne sais pas comment enlever ça, voilà, c'est bon. D'abord, il y a nécessité dans le rapprochement de deux êtres qui ne peuvent rien l'un sans l'autre. Je veux parler de l'union des sexes pour la reproduction, on est d'accord. Ensuite, il dit, c'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains êtres pour commander et d'autres pour obéir. C'est elle qui a voulu que l'être doué de raison et de prévoyance commandât en maître, de même encore que la nature a voulu que l'être capable, par ses facultés corporelles d'exécuter des ordres, obéit en esclave. Et c'est par là que l'intérêt du maître et celui de l'esclave s'identifient. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il est dans un chapitre où il parle de l'État et de la famille, au paragraphe suivant, il dit ceci, la nature a donc déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, au paragraphe suivant, il dit ceci, ces deux premières associations du maître et de l'esclave
c'est-à-dire de l'époux et de la femme, sont les bases de la famille. Et au chapitre 2, il est encore plus clair, l'esclave est une propriété vivante. Cela veut dire que l'époux est le propriétaire de son épouse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Toujours au chapitre 2 de ce livre premier qu'il a intitulé Politique, il a ce chapitre 2 sur la théorie de l'esclavage naturel. Il dit ceci, les éléments de l'économie domestique sont précisément ceux de la famille elle-même, qui pour être complète, doit comprendre des esclaves et des individus libres. Donc voilà sa conception de la famille. Les parties primitives et simples de la famille, il y revient, sont le maître et l'esclave, c'est-à-dire l'époux et la femme, le père et les enfants. On soutient d'une part qu'il y a une science propre au maître et qu'elle se confond avec celle de père de famille. Donc le père de famille doit régner en maître sur des esclaves, de magistrats et de rois, ainsi que nous l'avons dit en débutant. Maintenant, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on pourrait lui dire, oui, mais c'est de l'anachronisme de juger Aristote avec nos règles, nos conceptions d'aujourd'hui, mais pas du tout, parce que lui-même, dans son propre ouvrage, on reverra ce qu'il y a à dire sur son propre ouvrage, lui-même dit d'autres, au contraire. Donc, il est en train de discuter avec d'autres personnes qui lui ont tenu une théorie contraire. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? D'autres, au contraire, prétendent que le pouvoir du maître est contre nature, que la loi seule fait des hommes libres et des esclaves, mais que la nature ne met aucune différence entre eux, et même par l'esclavage est inique, puisque la violence la produit. Et ça montre que ce qu'il a dit, les philosophes grecs en général, et George James, dans son ouvrage Stolen Legacy, qui a été publié dans les années 50, et je vous le recommande, explique Greek philosophy is stolen Egyptian philosophy. Donc, quand il dit que l'esclavage est inique, en fait, ce qu'il dit là, quand il dit d'autres sans les nommer, c'est la philosophie africaine. Ensuite, il faut lire aussi Yopore Kasome, son livre intitulé L'Afrique dans la philosophie, Introduction à la philosophie africaine pharaonique, Repera, publié aux éditions Repera. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi Théophile Obenga qui a bien mis en parallèle les deux traditions opposées. D'un côté, la tradition africaine, représentée par la tradition de l'Égypte ancienne, et la tradition occidentale, qui est représentée par la tradition grecque, dans un article intitulé « Sexualité, amour et mariage en Égypte et en Grèce dans l'Antiquité ». C'est publié à la revue Ancre, qui est une revue d'égyptologie et de civilisation africaine. Il y a aussi, excusez-moi de me citer, mon ouvrage que j'ai écrit avec Salim Kanji, paix à son âme, l'union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs. Diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour rapidement définir le matriarcat, ici, Amadoume l'a fait dans son livre en anglais, Reinventing Africa, Matriarchy, Religion and Culture, et je traduis de l'anglais. Le matriarcat a été fondé sur une très puissante religion de la déesse, une forte idéologie de la maternité, on l'a vu avec la trop courte présentation qui a été faite par le juge Ahmed Diouf, que la mère, le cordon ombilical, est à l'origine de tout. Donc voilà pourquoi est-ce que la mère est déifiée. Et un principe général, moral, général d'amour. Donc le matriarcat, c'est de l'humanisme, c'est de l'amour infini pour tout le monde, pour la création, pour le vivant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cher Anta avait déjà donné la définition du matriarcat en disant, et c'est important de le souligner, que le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme. Ce n'est pas une dictature des femmes, comme ce que j'ai expliqué avec Aristote. Donc le matriarcat, c'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défini par lui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que je vais montrer maintenant, après avoir fait tout ce blabla, c'est pas moi qui parlais, enfin, c'est moi qui parlais, mais je citais quand même des auteurs. Ce que je veux montrer maintenant, c'est la force de l'image. Donc, on va passer maintenant avec des images qui vont vous montrer que dans la tradition africaine, le couple, on a bien affaire à des égaux. Donc, pour chaque image que vous allez voir, chaque sculpture, je vais devoir passer très vite parce que je veux faire comme le juge Ahmed Diouf et respecter mes 10-15 minutes. Il faudra vous dire que nous dit l'image. Analysez les canons artistiques, c'est-à-dire les règles qui sont appliquées pour voir. Donc, ici, on le voit,
Alors, dans les cultures, ce qu'on doit pouvoir repérer, c'est la cohérence. Donc, pour l'autre diapo, s'il vous plaît. Dans la diapo précédente, la première diapo, la première image. Donc, ce qu'on voit dans la première diapo, c'est qu'on a montré d'abord l'image de ce concept, de l'énergie primordiale qui est à l'origine du vivant. On a voulu l'expliquer en anthropomorphisant l'idée que l'on pouvait se faire de l'énergie qui est à la source de tout le vivant. Donc, on a considéré que cette énergie-là, les anciens Égyptiens, les Africains ont appelé Dieu, mais Dieu et une déesse, Dieu et déesse. C'est-à-dire que on a donné à chaque fois que c'est une parité sexuée qui est à l'origine. La première c'était Amon et Mout, le premier couple à l'origine de la création, et on voit bien qu'ils sont en totale égalité, surtout. On voit que pour les pharaons, le couple pharaonique, Pharaon est un couple, c'est aussi la même chose, même taille, ils sont dans la même posture, dignité, sérénité, voilà. Et là aussi, on voit ce couple-là aussi, analysé, ils sont dans cette posture d'affection et ils s'enlacent. Regardez, on dirait une star d'aujourd'hui, cette robe moulante, c'est cette coiffure très belle, enfin. Et l'enfant qui est entre les deux pour montrer que on est bien dans les conventions, puisque l'enfant l'homme et la femme sont tout à fait de même taille, l'enfant tout à fait très petit par rapport à eux, pour montrer que les parents sont au-dessus, doivent être respectés par l'enfant, mais l'enfant est protégé, il est dans ce cocon d'amour que ses parents ont formé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, là aussi, on voit la même image, la même posture, il s'enlace. Vous voyez là aussi, son pagne, elle le porte au-dessous de la poitrine. Donc la poitrine nue ne sert pas comme, hélas, là où la femme est un objet sexuel, la femme est l'esclave de l'homme. Le corps de la femme ne sert pas d'objet sexuel. Voilà pourquoi est-ce que quand on voit ici un corps nu, c'est dans le cadre conjugal, de l'affection conjugale, de l'amour conjugal, et il y a beaucoup d'autres statuts africaines, culture africaine et peinture africaine qui montrent la femme en train d'allaiter. Donc, on n'est pas du tout dans un corps qui doit être instrumentalisé pour faire plaisir aux hommes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là encore, on voit l'idée qu'il faut absolument qu'on montre l'égalité. Donc même avec un homme de petite taille, on a quand même fait en sorte qu'elle se retrouve de la même taille que sa femme. Et elle l'enlace. On voit que c'est une posture, vous allez voir avec d'autres sculptures, que c'est une posture aussi qui fait partie des canons. Hein. C'est la femme qui encadre son mari, qui la guide. Et vous voyez les enfants, il y a le code couleur aussi. Le mari est en marron, la femme est en jaune, couleur de l'or, même si ici on voit du blanc. Et vous regardez les enfants, c'est une fille et un garçon, même taille, pour bien montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie des sexes. Donc les enfants sont plus petits que leurs parents, mais filles et garçons sont de la même taille. Et c'est le code couleur qui nous permet, entre autres, même si on regarde les attributs aussi, hein, ils sont tout nus, donc c'est une fille et un garçon, donc ils sont absolument de la même taille, pour bien montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie des sexes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà la posture dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est important, voilà la femme qui est avec son mari dans une posture vraiment d'affection, voilà, recto verso. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je ne dis rien, on passe très vite parce que j'ai peur je crois que j'arrive au bout. Donc, diapo suivante encore, s'il vous plaît. Donc là, c'est des scènes de l'au-delà. Donc, même dans l'au-delà, le mari et la femme, ils sont ensemble sur Terre et ils sont ensemble dans l'au-delà. Ça veut dire que l'époux, l'homme, la femme qu'il va retrouver dans l'au-delà, la jeune fille qu'il va retrouver dans l'au-delà, c'est sa femme. Ils vont se retrouver comme les jeunes amoureux, les jeunes époux qu'ils étaient au début de leur mariage. Donc voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. De toute façon, j'ai demandé que ce soit sur la plateforme, hein, comme ça vous pourrez re-regarder après le rythme de la présentation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, tout ça, c'est des scènes
de la vie dans l'au-delà. Alors ici, on voit que cette tradition-là, elle a duré des millénaires jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est une sculpture de Gon. On voit bien que les règles artistiques, les canons, sont toujours là. Voilà, voilà un couple qui s'enlace, assis, même taille, voilà, même corpulence. Voilà. Donc, diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc qu'ils soient assis ou debout, vous voyez, c'est toujours la même posture. Et vous voyez bien que les corps nus, voilà justement une femme qui allait. Donc, elle est nue, mais vous voyez bien que la nudité ne sert pas à, c'est pas pour des raisons érotiques, pour exciter des pulsions sexuelles, non. C'est pour penser au sacré, c'est pour penser à la mère nourricière. C'est la mère qui est au centre, c'est la mère qui est le pilier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, là on vit en Sénégal, vous voyez, donc ça c'est le Sénégal contemporain. Donc voilà, sur des milliers d'années de l'Égypte ancienne, donc plus de 5000 ans, on retrouve les mêmes canons. Voilà, des époux qui s'enlacent, là c'est le mari qui enlace sa femme. Et on n'est plus dans un cadre, je veux dire, dans un carré, ni un, comment c'est encore l'autre figure géométrique, ah bon, bref, c'est pas le cas. Ici, on est dans un cercle. Vous voyez bien que si on devait faire la circonférence du cercle, les deux, le mari comme la femme, ce serait la même circonférence. Rectangle, voilà. Les autres, c'était dans des rectangles. Donc ici, on est dans le cercle, c'est la même circonférence. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Le petit garçon est là derrière, l'enfant aussi. Donc, on est vraiment dans le couple, dans la famille. Ah oui, puis une chose que j'ai oublié de noter aussi, c'est qu'on est dans des couples. Ce n'est pas un mari avec 2, 3, 4 femmes. Non, c'est un homme, une femme. Donc, cette affaire-là qu'on veut nous coller, que la polygamie serait des Centrafricaines, pas du tout. L'idéal du couple, on l'a montré depuis le couple divinisé, le couple divin, jusqu'au couple humain, et jusque dans l'au-delà, on voit bien que c'est un homme, une femme. On continue. La diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Donc là, j'espère que vous avez visité Gorée. Ceux qui n'ont pas encore fait, il faut y aller. Attendez, s'il vous plaît, la diapo précédente. Il faudra, moi, c'est une image qui me heurte parce que je considère qu'elle ne répond pas du tout à la conception que l'on se fait du couple avec cette femme qui s'agrippe à l'homme. C'est l'homme qui est son horizon, pendant que l'homme, lui, son horizon, on le voit, il regarde le ciel. Donc, bon, bref, je n'ai pas le temps d'aller de dire plus, mais essayez d'analyser l'image et de voir en quoi est-ce qu'elle se démarque des autres. La diapo suivante, s'il vous plaît. Il en va de même de celle-ci. Son auteur l'a baptisé Monument de la Renaissance africaine. Pour moi, ce n'est pas du tout la Renaissance africaine. Je vous laisserai aussi comparer cette image avec les autres pour voir pourquoi est-ce que c'est tout à fait l'inverse de la Renaissance africaine. Voilà. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà l'image de la Renaissance africaine. Voilà. C'est une sculpture qui a été faite. Je suis vraiment désolée d'avoir oublié le nom de son auteur, de l'artiste qui a fait ça. Évidemment, ceux qui ont son nom, s'il vous plaît, rappelez-le-moi. C'est à l'entrée, c'est devant l'Assemblée nationale du Sénégal et c'est formidable. Parce que ce que ça doit rappeler à nos législateurs et législatrices, c'est que voilà l'image du couple, de l'homme et de la femme, telle qu'on l'entend dans la tradition africaine depuis des millénaires, telle que c'est prouvé par les sculptures de l'Égypte ancienne, par l'art plastique de l'Égypte ancienne. Voilà, un homme et une femme, même corpulence, même taille, ils se tiennent par la main, ils sont en solidarité et ensemble, ils lèvent très haut ce que je considère être, pourquoi pas notre constitution, mais ça veut dire qu'ils sont ensemble dans le même élan, avec les mêmes valeurs. Voilà, et dernière diapo. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais finir avec une citation de Cheikh Anta Diop. Une de nos préoccupations a été de dégager les grandes lignes de cette histoire du continent. Si nous nous arrêtons quelques instants sur le plan de la création artistique, on voit que celle-ci n'est valable, ne traduit l'âme nationale d'un peuple que dans la mesure où l'artiste a puisé dans les sources de la tradition. Donc, dans la mesure où ce dernier n'est pas coupé réellement de son passé, même s'il crée en réaction contre celui-ci. Mais le vrai support de la c'est la. Et ça, ce sera le thème de notre communication, j'espère. Pour le moment, je vous remercie de votre aimable attention. Ok, merci infiniment, Fatkine Kamara. Nous t'avons écouté avec beaucoup de plaisir, comme à l'accoutumée. Merci pour ces très belles images qui, je pense, peuvent faire l'objet de plusieurs interprétations. On verra au cours des débats si nous en avons le temps. Je passe maintenant la parole à Madame Aoucher Diouf, qui est la curatrice
du musée de la femme Henriette Bachili. Et elle nous fera découvrir comment nos tissus ont une identité et un patrimoine à préserver. Alors, cher Dieu, vous avez la parole. Voilà, merci, professeur Fatou Sow. J'avais présenté tout à l'heure on n'entend pas, on a un problème de son. On n'entend pas la voix qui vient du musée. Les personnes à la technique, pouvez-vous nous aider? Est-ce que le son peut être rétabli? On n'a ni son ni image venant du musée. Changer. Voir directement. Voilà, donc nous allons pouvoir continuer, je crois, docteur Fatou Sow. Oui, on vous entend bientôt. On vous entend maintenant. C'est bon. Voilà, merci. Voilà, on vous entend, on vous voit. C'est parfait. D'accord, merci. Et donc, s'agissant du pain tissé, sur la note de présentation que nous avons ici, donc dans notre culture, toutes les ethnies du Sénégal fabriquent des pains tissés. Et dans nos traditions, ils sont confectionnés avec du coton cardé et filé à la main. Le tissu blanc ainsi produit avec le métier à tisser traditionnel est appelé le ndior en wolof et en sérère aussi. Eu égard à ces usages multiples au plan social, toutes les mères de famille en possèdent et les gardent avec beaucoup de précautions dans leur malle. En effet, le ndior sert de voile avec lequel est couverte la jeune mariée au moment de rejoindre le domicile conjugal. Pour la nuit nuptiale, la tante paternelle étale sur le lit du jeune couple le ndior pour recueillir l'hymen de la jeune mariée en vue de prouver sa probité et sa chasteté d'une part, et d'autre part, pour prouver la virilité de l'époux. Quand la jeune fille est chaste, c'est une grande fierté pour sa famille et la tante paternelle par ailleurs marraine de la mariée et qui va exhiber le pain devant l'assemblée des femmes pour exprimer toute sa satisfaction et sa joie. À cette occasion, le mari satisfait de sa dépose sur son oreiller un cadeau d'une grande valeur pour honorer son épouse. Le pain ainsi est un véritable trésor conservé par la femme pour la postérité. Pendant la naissance également, avant la venue du Manigan, servait de couverture et de pain pour le portage du bébé. Il est fourni en général par la marraine, sœur ou amie proche du papa. Au moment de la cérémonie d'initiation également, les circoncis étaient habillés de ndior. Pour dire combien donc ce pain tissé occupe une place importante dans la société.
Pendant les funérailles, aussi de linceul et à couvrir le cercueil jusqu'au lieu d'inhumation. D'ailleurs, il était d'usage que les parents viennent toujours avec un aux cérémonies familiales préparées à toute éventualité. En matière de confection, le Ndior est souvent à l'indigo et d'autres couleurs parfois avec des motifs selon les localités, les besoins et les circonstances. Du nord au sud du Sénégal, les tisserands continuent tant bien que mal leur métier parce que le pain tissé est encore utilisé dans des cérémonies familiales. Il est même possible de distinguer la marque de fabrique des étoffes des différentes ethnies selon les couleurs et les motifs et parfois les matériaux de tissage utilisés. La production a sans doute changé. Elle a peut-être même évolué avec la modernité. Et l'importation de matériaux de tissage tels que les fils divers, les matières et couleurs d'autres intrants. C'est ainsi que les pagnes manjac, de véritables œuvres d'art tissées avec beaucoup de raffinement, ont fini par intégrer toutes les ethnies. Et constituent des étoffes d'apparat utilisées dans toutes les cérémonies. Il arrive même qu'on les étale sous forme de tapis rouge pour honorer les hôtes de marque. Avec les nouveaux métiers à tisser fabriquant de larges bandes de tissu, le pain tissé a intégré le milieu du design aujourd'hui avec la confection de meubles, d'articles de décoration d'intérieur, d'accessoires vestimentaires et autres. Malgré l'importance du pain tissé au plan culturel, social et économique, le métier de tisserand est de plus en plus délaissé par les jeunes pour des secteurs beaucoup plus productifs. En effet, le pain tissé souffre de la concurrence effectivement et de l'importation massive d'étoffes provenant de la Chine et d'autres pays, et d'autres aussi tissus de tout genre. Il est donc aujourd'hui plus que urgent de pouvoir sauvegarder le pain tissé et tout le savoir-faire et les préoccupations sociales qui vont avec ce tissu. Malgré son intervention dans le design et le stylisme moderniste, des efforts donc devraient être faits pour pouvoir continuer à garder ce tissu qui compte beaucoup dans notre société. J'avais prévu aussi de faire une petite présentation des modèles qui sont exposés dans l'exposition permanente du Musée de la Femme Henriette Bathily. Mais il se trouve que c'est une présentation qui a été prise en charge déjà par Maguette, qui va donc, à travers les ethnies du Sénégal, nous faire donc cette présentation. Donc, je ne vais pas je vais donc laisser cette partie à Maguette pour la présentation. Merci donc de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup Awa Cheikh Diouf. Je vais passer la parole à Madame Maguette Gueye, qui est styliste, costumière et photographe. Maguette, j'espère que tu vas nous ouvrir très, très grand. Bonjour. Les portes de cette penderie. Nous attendons tes images avec impatience. Bonjour. À toi la parole. Bonjour tout le monde. Je suis Maguette Gueye, ravie de vous avoir de l'autre côté de l'écran pour vous présenter la penderie de Mam, qui est une collection de reconstitution des costumes traditionnels du Sénégal. Donc pour le moment, nous en sommes à la saison 1. J'ai juste pu reproduire 15 costumes de 15 ethnies du Sénégal. Donc, avec beaucoup plus de moyens, nous pourrons poursuivre avec les autres ethnies. Donc, c'est ça. J'avais constaté en travaillant sur un film, donc je suis costumière de cinéma aussi, sur un film d'époque. On m'avait demandé d'habiller les gens à l'époque de la colonisation.
Donc, en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de repère pour pouvoir. J'avais du mal à trouver des images ou des costumes sur lesquels je pouvais me référer pour faire mon travail. Donc, après ce film, je me suis dit, je vais me lancer dans la reconstitution. Donc, c'est à l'occasion de l'appel à candidature de l'Union européenne à travers ENIC que j'ai pu être sélectionnée et avoir une subvention pour réaliser une partie du projet. Donc, j'ai fait des recherches sur le terrain en allant dans des villages qui avaient conservé leur savoir-faire. Mais aussi, j'ai fait le tour des musées. Je suis venue ici, au musée de la femme ici. J'ai pu trouver les poupées qu'ils avaient réalisées. J'ai trouvé des images d'archives à l'IFAN, mais aussi au centre IFAN de Saint-Louis. J'ai trouvé des images aussi chez des collectionneurs de photos. Donc, c'est à partir de cela que j'ai reproduit des tissus, des textiles. Donc, à propos des tissus, Madame Awacher en a parlé. C'est exactement ça, l'histoire du tissu africain. Donc, j'ai essayé de reprendre les coupes. Madame Fatou Kiné en a parlé. Enfin, je crois que c'est ça. Donc, je vais vous projeter des images de la collection. Excusez-moi. Donc, elle a partagé. Je partage. Donc, partage d'écran. Ça vient. C'est un peu lent. Bon, excusez-moi, j'ai du mal à partager le catalogue. Non? Bon, je vais partager tout simplement le lien vers la visite et après, plus tard, oui, vous pourrez utiliser le partage d'écran aller visiter. Du musée. Ce sera peut-être mieux si le document Okay, est sur l'autre. que... D'accord. Mais je n'ai pas le document. Si j'avais le document, je pouvais le partager. J'ai copié le lien. Est-ce que les personnes responsables de la technologie au musée peuvent aider? Il y a des personnes qui sont responsables de la technologie au musée. Il y a des personnes responsables de la technologie qui sont au musée. Ces personnes-là ne peuvent pas aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je ne sais pas. Oui, il y a des techniciens qui sont techniciens et techniciennes qui devraient être autour de vous. Comment est-ce que je peux partager? Parce que comme c'est un lien, oui.
Je vais partager ça, en fait. Est-ce qu'elle peut envoyer le lien au technicien qui pourrait partager? Regarde, non, non. Ouais, peut-être que je peux faire ici conversation. C'est déjà dans la conversation. Oui, en conversation, Bifi. Parce que oui. Cliquez. Non. Donc, c'est ça en bas. Ouais. Partage écran, comment ça marche. Il y a des notes, mais si tu ne cliques pas sur les notes, comment est-ce que tu as fait pour partager avec... C'est un document, alors que c'est un lien. Ok, c'est bon. C'est bon. On partage. Le partage de cas fonctionne. Ah, ça marche? Oui, on a une première très belle image. Oh, ok, ça marche maintenant, d'accord. Donc ça, c'est le texte de présentation du projet que vous pourrez lire. Vous pourrez toujours, après la réunion, copier le lien et aller voir en détail. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller vite sur les photos. Donc, ça, c'est la carte du Sénégal où on peut repérer les ethnies selon leur localisation. Et là, nous avons ici une photo dans la cour d'une famille Lébou. Donc, vous voyez, on a essayé de reprendre les coiffures, les accessoires et tout. Je vais passer vite. Et là, c'est dans la cour d'une famille tout couleur. Et dans le catalogue, si vous cliquez sur les points rouges, là, vous pourrez voir la localisation des ethnies. Donc là, vous avez les Bassari. Et là, vous avez une famille Sérère. Donc l'autre page est en train de charger. Voilà, une famille Sérère. Et là, vous avez les Bédiques qui sont dans la région de Kédougou. Après, vous avez les Saraholé. Là, vous avez les Djola. Après, vous avez les Wolof du Djolof, parce que dans le Sénégal, il y a différentes localisations où on retrouve des Wolofs, mais ils ont des différences selon la façon de vivre. Enfin, voilà, il y a des différences selon la localité en tout cas. Là, c'est dans le Djolof. C'est comme on est remonté le plus loin possible. Donc, avant, c'était des royaumes Djolof, Kayor, etc. Donc là, j'ai essayé de faire un clin d'œil à Albouri. Il y a une image sur laquelle il était habillé comme ça. Et là, vous avez les Saint-Louisiens qui ont reçu beaucoup d'influence de la présence des Français sur le territoire. Et il y avait, selon les récits, il y avait beaucoup de concurrence entre les femmes saint-louisiennes et les femmes signares. Donc, la mode était vraiment très pointue là-bas. Et là, on retrouve les Wolofs du Kayor. Kayor, c'est dans la région de Thiès. Donc, vous remarquez à chaque fois, c'est de petites différences selon
comment tout le monde portait un pagne, un boubou. Les hommes, ils étaient en grand boubou. Et donc, il y a à chaque fois de petites différences, mais on retrouve à chaque fois les mêmes textiles partout. Vous avez ici toujours les Saint-Louisiens. Et ici, on a les signares issus du métissage entre les colons et les habitants sénégalais. Ici, nous avons les Mandjaks dans le sud du Sénégal qui cohabitent avec les Diola, les Balantes et les... Donc là, nous avons les Peuls du sud, vers Kolda, Fouladou, Sokone. Et là, vous avez les Peuls du Waalo. Donc dans le Waalo, il y avait des Wolofs, des Saraxolé et des Peuls. Et ici, vous avez les Bambara. Et les Mankagnes, aussi dans le sud. Les Balantes aussi. Ici, on a essayé de représenter la femme balante et un homme balante. Et les Konyagi, qui sont aussi repérés dans la région de Kédougou. Dialonké aussi dans la région de Kédougou. Voilà, je reviens. Vous avez aussi les Wolofs du Bawol, les Bawol, qui ont été très tôt influencés par la présence du mouridisme, de l'islam et tout. Donc, on retrouve une certaine différence, l'influence orientale dans leur habillement. Et aussi, il y a les Maures du Sénégal. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on a pu reproduire parmi les ethnies. Donc voilà, en gros, le travail qu'on a pu réaliser, travail de reconstitution sur les costumes du Sénégal. Tous ces textiles sont en train de disparaître. Il y en a que j'ai pas pu retrouver des gens qui savaient encore les faire. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment un travail de conservation qui doit être fait encore pour garder notre patrimoine. Donc voilà, je vous remercie. Vous retrouverez le lien sur la conversation. Je ne sais pas comment. Voilà, merci beaucoup Maguette Gueye pour cette présentation. Les photos sont vraiment très très belles et les reconstitutions sont très fidèles. Beaucoup d'entre nous reconnaissent ces tissus, ces robes. Mais ces robes, vous savez, elles ont souvent été revisitées au fur et à mesure du temps par les jeunes femmes. Hein. Je pense par exemple aux robes des Saint-Louisiennes ou les robes gourmettes comme on les appelait, qui au fur et à mesure des années ont changé de forme mais sur un même fond. En tout cas, il y a matière à enrichir la Pandoru. Chacune d'entre nous devrait fouiller dans le fond de ses armoires ou de ses malles. Certainement, nous retrouvons des robes de nos grands-mères, elles ont pu être conservées. Je vais passer maintenant, donc merci infiniment. Je vais passer maintenant la parole à Ndeye Marie Fall, qui est la
présidente du collectif pour la promotion du patrimoine immatériel de la francophonie. Et Marie-Fane va nous parler d'une tradition alors nouvelle des membres, parce que c'est la tradition dans la mondialisation, les pagneuses et les robeuses. Marie-Fane, vous avez la parole. Allô. Oui. Merci infiniment, Fatou. Je vais surtout d'abord faire voir, avant de passer aux pagneuses et aux robeuses, ce qu'était le corps de la femme au départ, qu'elle soit africaine ou autre, puisque nous sommes tous africains, compte tenu du fait que nous venons... Non, non, ce n'est pas cette image-là, s'il vous plaît. Pas celle-là. Pas celle-là. Voilà. Donc, cette image-là, c'est l'image de la femme d'origine éternelle, la Vénus de Willendorf, tagissement, retrouvée à Willendorf en Autriche, 25 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, nous savons que la femme était originellement, puisque nous sommes tous africains venant d'Afrique, nous nous sommes différenciés au cours des millénaires pour donner des différents peuples à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est l'image de la femme d'origine. Maintenant, à côté, vous avez la femme Hottentote, la Vénus Hottentote, Sarah Baartman, qui a été exposée pendant plusieurs années comme un animal dans les zoos humains d'Europe. Ensuite, vous avez là la femme de Lespug, mise à jour dans une grotte de Haute-Garonne et sculptée dans l'ivoire d'une défense de mammouth et qui date de plus de 25 à 30 000 ans. Donc, nous voyons qu'au départ, nos formes d'aujourd'hui sont les formes originelles de la femme déesse, comme l'ont expliqué aussi bien le juge Diouf que Fatou Kiné Camara. Alors, nous allons maintenant voir des images. De toute façon, à côté, nous voyons l'image de cette femme moderne qui a gardé les formes de la femme originelle. Alors, nous allons passer maintenant les images de ces femmes d'aujourd'hui, vêtues par les changements de la tradition dans la mondialisation, où contrairement à ce que disait aussi bien d'ailleurs le juge Diouf que Fatou Kiné, dans la tradition, le corps de la femme n'était pas un corps sexualisé, érotisé, comme à l'heure actuelle, comme on le voit sur ces images-là. On voit que sur ces images, ce corps-là est érotisé et sexualisé, contrairement à la tradition. Nous ne disons pas qu'il faut empêcher cela, mais il faut que l'on sache que ce corps-là peut être habillé aussi différemment, sans que ce soit aussi érotique dans sa façon de s'exprimer. Donc là, si Ibrahima, est-ce que c'est possible de me donner une image des tenues modernes non occidentales, le corps de la femme africaine habillée, avec ses tenues à elle dans la tradition? J'avais demandé que l'on nous projette une ou deux images de pagneuses, parce qu'en fait, celles-ci, ce sont les robeuses, des pagneuses, pour que l'on puisse voir que ce corps peut être récemment habillé et garder son élégance et ne pas se retrouver comme étant juste un corps pour le sexe. Mais ce beau corps peut être habillé de manière décente, de manière élégante, et c'est ainsi que nous concevons la tradition de Mam,
Alors, je ne sais pas si Ibrahima arrive à nous envoyer des images. Non, ce n'est pas ça du tout. Ça aussi, ça fait partie, mais c'est la tradition, mais je voudrais la tradition moderne dans le cadre de la continuité par rapport à ce corps de l'Afrique traditionnelle que l'on va vêtir de vêtements traditionnels, mais qui ne montrent pas une femme qui montre son corps rien que pour le désir, mais qui le montre parce qu'effectivement, c'est un beau corps, un corps habillé avec nos habits traditionnels, que ce soit du Lagos, que ce soit pagne tissé. Et comme nous avons vu dans l'exposition de Maggie, selon les groupes ethniques, les tissus sont différents. Les différences sont parfois très peu, il y a très peu de différences. Mais on sait, par exemple, lorsqu'on voit certains tissages, on peut dire que c'est un tissage mandjak, c'est un tissage bamileke, c'est un tissage peul, c'est un tissage... oh là là, je crois qu'il y a quelque part là un micro... non, c'est que la personne parle en plus. Allô, Ibrahima, est-ce que... Oui, je pense que j'ai quelques soucis. Bon, je pense qu'Ibrahima ne trouve pas, on a des problèmes techniques. Donc, en fait, c'est juste pour dire que les robeuses, c'est celles qui, en fait, utilisent leur corps selon les canons de l'Occident, c'est-à-dire un corps dont c'est l'érotisme qui ressort, alors que chez les pagneuses, on garde ce corps africain, on le vêtit de manière moderne, mais décente. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, par exemple, dans ce que l'on appelle les concours de beauté, où pendant très longtemps, c'est les concours de beauté de Madame Fontaine, c'est-à-dire on montre son corps avec le maillot de bain, puis après on l'habille dans une tenue de soirée, etc., etc. Et je crois que le contre-pied a été pris lorsqu'on a voulu faire aussi des défilés de mode de Djongoma, où on montre effectivement des corps africains habillés à l'africaine. Et voilà, donc en voilà un très beau corps africain, habillé à l'africaine, et qui n'a rien à envier à ce qu'on a vu comme produit de la mondialisation, où en fait le corps est utilisé uniquement pour la sexualité. Même si ce n'est pas explicite, en fait, ça en fait partie. Alors, nos pagneuses et nos robeuses, je pense que quand ce film est sorti, on n'en était pas encore au niveau où on en est aujourd'hui, ou lorsque je regarde la télévision sénégalaise, en tant que femme, j'ai honte. Parce que je dois avouer, je suis de la vieille école, hein, c'est vrai, j'ai plus de trois quarts de siècle. Et quand je vois ces jeunes femmes en pantalon moulant se déambuler, faire comme si en fait c'était de la gymnastique, mais dégage un érotisme de bas étage, on ne peut pas appeler ça culture. Et vraiment, ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est pour cette raison que j'ai considéré qu'il fallait que l'on regarde le corps, ce corps-là, qui est un corps originel, où tout le monde a été comme ça, parce que vu que les deux Vénus que nous venons de voir ont été trouvées en Europe, parce que venus d'Afrique, et nous avons vraiment les moyens de nous vêtir de manière décente, sans nous femmes en tous les cas, devrions faire en sorte que notre corps ne soit pas vu seulement sous l'angle de la sexualité, mais vu aussi sous cet angle de la féminité, de la maternité, de la fertilité et
du respect de soi, de l'amour de soi et du respect de soi. Et c'est pour cette raison que je considérais qu'il fallait lier le tout, lier les tissus, lier le corps, lier l'origine et lier le mouvement. Parce que le mouvement, c'est un langage du corps. Et en Afrique, on sait que chaque occasion a une danse, que ce soit pour les semailles, que ce soit pour les récoltes, que ce soit pour la naissance, pour le mariage, même pour les décès, il y a des danses funéraires. Donc, voilà ce que je tenais à montrer le lien entre tout ce qui vient de se dire avec le mouvement du corps et donc le langage du corps. Je vous remercie et je laisse la parole à notre modératrice. Merci Fatou. Le micro est fermé. Voilà. Merci beaucoup, Ndeye-Marie. Toi et moi, nous sommes des grands-mères de la mondialisation. Je pense que nous aurons un débat ouvert et fructueux tout à l'heure. Je voudrais maintenant passer la parole au docteur Aïssatou Bangoura-Sow, qui est enseignante et chercheuse, professeure de danse à l'Institut supérieur des arts et cultures anciennes de Moudra, Afrique. Elle nous parlera, le thème de sa présentation, c'est « Mettre en adéquation corps, costumes et mouvements dans la danse ». Docteur Bangoura-Sow, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Alors, je m'en vais m'entretenir avec vous aujourd'hui autour de l'évolution du mode vestimentaire dans la danse depuis la période de MAM jusqu'à nos jours. La danse de tout temps a été l'une des manifestations les plus expressives de la vie et de l'imaginaire des sociétés humaines. Chacune, et je dirais bien chacun d'entre nous aujourd'hui, entretient avec la danse un rapport particulier. Certains ont dansé quand ils étaient jeunes, très jeunes même, sous l'œil vigilant toujours de MAM, qui donnait le rythme en battant les mains ou en chantant des pointillés. Depuis lors, certains ont arrêté de danser, d'autres ont continué au point d'en faire un métier. Par contre, d'autres ont regretté d'avoir fait le saut, ils sont installés de contemplation et comme dit le philosophe Alain Badiou, je cite, « trouve au bal le délice de son spectacle plutôt que celui de sa transe ». Nous situons l'origine de la danse en même temps que celle de l'apparition de l'humanité, quand bien même que pour les scientifiques, ils la situent à partir du moment où ils ont pu commencer à la décrire. Si les premières gravures représentant la danse l'ont montré dénudée de tout habillement, ce phénomène fut de courte durée, car progressivement, selon les circonstances et les contextes, les danseurs vont s'accompagner d'accessoires, habits, masques ou tout autre objet mettant en valeur la pratique et facilitant ainsi la transmission du message dont est porteuse toute danse. La danse va ainsi refléter la préoccupation essentielle de l'homme. Elle va se multiplier, se diversifier, mais tout en restant liée aux préoccupations de la personne humaine, au déroulement de la vie et de la société dans laquelle elle évolue. La question qui me préoccupe est la suivante. Il s'agit du code vestimentaire des jeunes dans la danse en général et dans la danse sabak en particulier d'une part, et de la tenue de MAM dans cette même technique de danse d'autre part. On sait qu'en Afrique, tout le monde danse et s'adresse cette danse à tous les âges, à toutes les catégories sociales. Dans certains pays, elle est, avec le chant, un art affecté à une certaine tranche de la population et transmise de génération à génération. Mais si la danse est un art, c'est également un métier de nos jours. Un métier de plus en plus adulé par les jeunes, avec son lot d'exigences techniques, de performance, de compétitivité, de visibilité, source de végétariat. Autant de facteurs qui posent le problème de l'adaptation des codes vestimentaires au point de nous donner une autre représentation, une autre image particulièrement de la danse sabak, c'est la même qui est exécutée par nos chers mâmes. En effet, avoir la jeune génération dans la variété de ces modes vestimentaires dansés
exécuter les pas et gestes, les mouvements de la danse sabar, l'on peut se demander si Mam a véritablement dansé. En quelles circonstances, dans quelle tenue, dans quels espaces. Car la nouveauté introduite par la jeune génération entre avec la représentation que nous nous faisons de Mam. On se pose la question de savoir, a-t-elle eu un espace qui lui est propre pour encore danser ou est-ce qu'on peut encore l'admirer? Cette évolution de mode vestimentaire nous amène à avoir des représentations du corps, une image du corps qui peut être positive ou négative. Ce qui veut dire que ces modes vestimentaires ne nous laissent pas indifférents. Ne faudrait-il pas s'interroger sur le regard de celui-là même qui apprécie, à savoir le spectateur? Avant de répondre aux questions, je vais commencer par définir la danse. Habituellement, je me réfère au Larousse qui dit « c'est une suite de mouvements cadencés du corps au son des instruments ou de la voix ». Mais on peut trouver également une autre définition, la suivante, qui dit « danser, c'est éprouver, exprimer et avec le maximum d'intensité le rapport de l'homme avec la société, avec l'espace et avec l'infini ». Commençons donc par examiner le problème chez les jeunes. Du fait de son lien étroit avec la société, la danse est exposée à subir les évolutions de cette société, de son milieu. Dès lors, elle subit les effets de la modernité que vivent les jeunes d'aujourd'hui, plus perméables et plus exposés aux mutations qui l'accompagnent. Dans le domaine de la danse, nous observons que les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'y engager, avec d'autant plus d'enthousiasme et de passion que le développement de la danse suit le développement de la musique, qui lui est intimement lié. Permanent, inséparable, surtout la danse authentiquement africaine. Il faut ajouter que les moyens de communication modernes donnent l'occasion à ces jeunes pratiquants, ces jeunes danseurs donc, de se rendre visibles, de se faire connaître et reconnaître. Il s'agit aussi de montrer comment la place du corps a pu influer sur cet aspect. Le corps étant le vecteur de la danse, l'outil par lequel elle se transmet et se transporte. Les jeunes danseurs ont un mode vestimentaire, ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire déguisement, plus libéral. Tout y est permis. Le jean, le costume, le sous-vêtement, la robe de soirée, le short et le fameux fuseau, ce pantalon noir moulant, qui est un élément vestimentaire permettant de couvrir les parties sensibles, très prisé et voire indispensable dans la garde-robe de la danseuse. Est-ce que dire les danseuses qui... Alors, que dire donc des danseuses qui accompagnent les musiciens sur la scène? Elles ont également un look particulier, toujours vêtues de ce fameux fuseau, sous la tenue de scène. Cette présence d'une danseuse qui accompagne sur la scène les musiciens fut si bien appréciée d'ailleurs que beaucoup d'orchestres aujourd'hui se sont sentis obligés d'avoir leurs danseurs ou danseuses attitrés. Toute cette gamme de déguisements renvoie à l'image d'un corps libéré. Avec les jeunes, effectivement, le ton de l'uniformité est dépassé. Dans la composition même des groupes, nous retrouvons toutes les tailles, tous les genres, hommes, femmes, toutes les mensurations. Le corps est ainsi exposé, la danse. Pour ces jeunes, la danse. Si le déguisement, les modes vestimentaires occupent une place importante dans la danse aujourd'hui, chez les jeunes, entraînant une valorisation du corps libéré, chez les autres danseurs, c'est-à-dire les hip-hoppers, tient une place moins importante, car là-bas, c'est plus la virilité, le physique qui est plus en verbe. À la suite de ce tableau des jeunes, nous allons constater qu'il y a un contraste avec les mâles qui, aujourd'hui, encore plus qu'hier, accordent plus de respect, plus de considération au corps qui participe de la dignité de la personne humaine, de la dignité de la femme dans l'exécution de nos danses traditionnelles. Le corps humain n'est pas une chose, elle n'est pas un objet comme les autres. Ce qui fait la dignité, c'est son union à une âme, à l'esprit, à une conscience. Parlons d'abord de la tenue chez Mam. Mam ignore le fuseau et ne l'apprécie guère, du moins d'après celles que j'ai rencontrées. Certaines parmi elles trouvent nos danses sensuelles et considèrent que le port du fuseau a tendance à les rendre plus obscènes. D'autant plus que la sensualité qui caractérise nos danses africaines incite à une gesticulation, mais une gesticulation contrôlée. Par contre, cette tenue vestimentaire, qui est le fuseau, elle s'adapte parfaitement à une nouvelle danse devenue plus énergique, mais elle est moins élégante et moins sensuelle.
Chez MAM, ce corps n'est pas exposé, tout au contraire. Il est revêtu dans toute sa splendeur par des tissus adaptés colorés et la danse accompagnée d'accessoires utiles comme les parures, la coiffure, l'éventail, l'écharpe, les bijoux, etc. D'autant que nos traditions et la pratique religieuse également exigeaient une protection, une couverture de ce corps, même dans les moments de loisirs. L'exécution de danse par moment exigeant une agilité et une amplitude dans les gestes et pouvant entraîner une possible exposition de certaines parties du corps répond à des normes esthétiques et vestimentaires. En effet, la superposition de pagnes nouées autour de la taille de différentes longueurs et couleurs rend l'exercice facile et correct. L'espace de danse de MAMS est principalement le cercle familial, à l'occasion d'événements heureux comme les baptêmes, les mariages ou lors des fêtes de fin de récolte ou toute autre célébration dans la famille. Lors de ces événements, la danse y occupe une activité centrale où on remarque un fort investissement affectif et corporel selon les liens qui unissent les convives. N'a-t-on pas souvent entendu une mère dire à sa petite fille qu'elle lui réserve son ultime pas de danse? Cette danse, elle sera dévoilée à l'occasion du mariage de cette dernière, ceci pour lui signifier toute la joie que cet événement va lui procurer et en priant tous les siens pour être encore en vie pour pouvoir le faire. Paré donc de ces beaux boubous, la forme de danse chez MAM se caractérise très souvent par le trépignement des pieds au sol, des secousses des épaules car elles ont subi le poids de l'âge. La beauté de ce geste va être amplifiée par les mouvements de bras, épousant généralement la largeur du boubou, souvent très élégamment porté et en parfaite harmonie avec le rythme. Ce type de danse, sans trop bouger ou en fournissant peu d'efforts, est très en vogue. Elle est très expressive et on la retrouve souvent dans beaucoup de pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Ceci pour dire que MAP a toujours dansé et continuera à le faire car c'est un acte ritualisé de renforcement de la cohésion sociale. À l'occasion, certainement un peu plus jeunes, vont proposer une danse plus énergique. En effet, il existe d'autres espaces clos ou d'intimité réservés aux dames, aux membres plus jeunes. Ce sont des regroupements de femmes du même classe d'âge où une exposition un peu plus osée du corps dansant peut se faire, mais alors loin, très loin des regards indiscrets. Tout ceci pour montrer et doit être protégé comme l'exigent les valeurs et normes de la société habite. C'est en cela que Marcel Mauss disait que dans les techniques du corps, que ce dernier, le corps, à savoir le corps, est le produit d'une construction sociale. Je ne manquerai pas de noter que les danses traditionnelles exécutées par les ballets, comme notre célèbre ballet national La Linguère, respectent les normes sociales liées à la tenue du corps. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il y a du changement, de l'évolution dans la pratique dansée. Mais nous pouvons déplorer une certaine forme d'exposition du corps entraînant l'exécution de mouvements de nature. Néanmoins, il est intéressant, voire même nécessaire, de la cohabitation harmonieuse entre les MAM et les jeunes. C'est utile et fructueux. Les MAM étant les gardiens de la tradition, elles peuvent servir de source d'inspiration à la jeunesse. Nos danses sont riches de traditions. C'est ce qui le vaut réellement dans le monde. Et comme le disait André Malraux à l'ouverture du colloque organisé en 1966 lors du premier Festival mondial des arts à Dakar, je le cite, « L'Afrique a changé la danse dans le monde, mais elle a possédé une autre danse, un autre domaine de danse, sa danse séculaire ou sacrée. Elle est en train de mourir et il appartient au gouvernement africain de la sauver. » Permettez-moi de rappeler, pour compléter cette citation de Malraux, réaction d'Aimé Césaire, que nos jeunes artistes, danseurs, ouverts sur l'international, devraient pouvoir méditer avec nous. Je cite, « L'art africain de demain vaudra ce que vaudra l'Afrique de demain et l'Africain de demain. Si l'homme africain se coupe de ses racines, s'il se prive de ses sucs nourriciers, s'il se coupe de ses rêves millénaires, se débarrasse de ses légendes, de sa sagesse, de sa culture propre, ou bien tout simplement s'il considère qu'il n'a plus aucun message à délivrer au monde, c'est très simple, l'art africain s'étiolera, s'appauvrira et disparaîtra. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci beaucoup, Madame Bangorasso. Merci infiniment pour cette présentation. Nous allons ouvrir le débat. Est-ce que je peux savoir combien de temps il nous reste? Est-ce que nous avons 10 minutes, 30 minutes pour avoir quelques interventions? Bon, il resterait 11, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à la demi pour pouvoir laisser environ 45 minutes. La possibilité. On prend encore 30. Il est 16h50. Voilà, jusqu'à 16h30. Jusqu'à 17h30. Oui. Pardon, 17h30. Jusqu'à 17h30. D'accord. Bien, merci. Je vais pas ramasser ce qui s'est dit, mais faire juste quelques remarques de toutes les discussions que nous avons eues, sans avoir la prétention de les résumer et de les résumer toutes, mais simplement de dire les questions qui me paraissent émaner de ces différentes présentations. Je crois qu'effectivement, le corps des femmes est un corps de valeur. Parce que toutes les discussions que nous avons eues autour, aussi bien des images présentées par Fatou Camara ou bien par Maguette Gueye et par Ndeye Marie Fall, sont des images qui font ressortir des regards, des perspectives, des manières de considérer le corps des femmes, allant de la tradition à ce qu'on appelle la modernité. Donc, je crois que nous avons une première question. Est-ce que nous allons continuer à appeler nos cultures traditions? Est-ce que nous allons continuer à faire de la robe de Mam une robe traditionnelle au lieu d'être simplement une robe? Un deuxième point que je voudrais soulever, c'est, au fond, toutes les visions à la fois contradictoires que nous avons. Je pense, par exemple, à tout ce symbolisme autour du corps des femmes. Nous avons parlé de corps des femmes comme mythe originel, comme mythe fondateur de la société, comme le dit le juge Ahmed Diouf, qui, à partir de ce lien ombilical, détermine aussi bien au niveau ontologique ou des mythologies que la réalité présente, ce qu'a été le pouvoir des femmes, et moi je pense peut-être le pouvoir des mères. Que fait-on quand on n'est pas mère? Je pense également à ce dont Fatou Nekama a beaucoup parlé et qui m'a frappé, c'est autour de cette égalité du couple entre l'homme et la femme, et les images qu'elle a présentées sont des images extrêmement intéressantes et significatives. Mais en même temps, elle parle de Naoulé. Est-ce que Naoulé, c'est vraiment l'égalité? Naoulé, c'est l'égalité entre deux personnes du même rang. C'est également un débat. On a également beaucoup parlé de cohésion sociale autour du corps des femmes. Et le symbole de la maternité est central à cette cohésion. Mais est-ce que cette maternité, est-ce qu'elle n'est pas en même temps notre position de pouvoir, mais notre fardeau? Parce que rappelons que la majorité des femmes en Afrique meurent d'une affection liée à la maternité. Donc, question posée. On a également, Marie-Fad a beaucoup parlé de décence. Le corps des femmes n'était pas érotisé. Mais à quel moment naît l'érotisme? À quel moment le situons comme ça? Je ne pense pas que l'on doive dire que les femmes d'Occident étaient toutes érotisées. Elles avaient des corps couverts, elles sont dévoilées leur corps progressivement, comme l'ont fait les Asiatiques et comme le font progressivement les Africaines. Et ce qui est donner le sein à son enfant n'est pas érotique, donner son sein à un homme devient érotique. Donc il y a une contradiction, alors je ne sais pas si c'est une contradiction, une dialectique, les philosophes qui sont dans le panel pourront nous dire, mais c'est vraiment une question qui est posée, d'autant plus que l'érotisation vient peut-être avec la culture occidentale, mais ça, il faut je pense, démontrer un peu plus, mais également avec des principes religieux du christianisme et de l'islam. L'islam parle de aura.
là où la statuaire grecque avait des seins nus qui n'étaient pas érotiques et qu'on pouvait représenter en statue, qu'on retrouve dans les statues Dogon, aujourd'hui, dans l'islam, où on est supposé être décent, on ne peut plus montrer ses seins. Or, moi, je me souviens, jeune, d'avoir des femmes qui avaient un pagne autour des reins et avaient des seins nus sans que ça ne choque personne. Et on le retrouve dans d'autres circonstances. Donc voilà, je pense que dans ces présentations qui ont été toutes très belles, très importantes, qui vont donner énormément d'informations et de sujets à débat, je pense qu'il faut encourager la réflexion et encourager et aider Maguette Gueye à compléter sa collection. Bon, maintenant, je voudrais passer la parole, après avoir fait mes quelques réflexions, maintenant je vais me taire et je voudrais passer la parole, eh bien, à qui la demande. Vous pouvez agiter une main, comme ça je verrai qui est là. Dans le public qui a écouté les différentes présentations, il y a des personnes qui sur le chat ont fait des remarques. Est-ce qu'on a quelques interventions? Oui, j'entends une voix là dans le fond. Vous pouvez lever la main et vous prenez la parole. Alors je vois Imran, hein? Non, c'est pas Imran. Imran, je ne sais pas qui c'est. Oui, est-ce que j'ai... Oui. J'ai un Yaya Dama du Burkina. Vous avez demandé la parole? Non. Non, je n'ai pas demandé la parole. Oui. Non, c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas demandé la parole. Merci. D'accord, merci. Alors, peut-être parmi les présentateurs, présentatrices. Oui. Oui. Madame Fatou Sow, je voudrais je vois musée de la femme, oui. Non? Je vois musée de la femme. Je voulais juste amener une précision. Oui. Qu'est-ce qui prend la parole là? C'est M. Diouf. J'ai dit que le corps de la femme est sexualisé dans l'Afrique traditionnelle. Est-ce que je n'ai pas distingué? Est-ce que j'ai distingué la femme de la mère? Non, je n'ai jamais dit que le corps de la femme est sexualisé. Vous savez, dans le langage antique, en ce qui concerne, ou antique ou dans les sociétés antiques, en ce qui concerne les catégories que le langage symbolique utilise, il y a toujours ce qui me semble le plus immédiat, c'est les organes biologiques. Et les organes biologiques sont très proches de l'homme et on les utilise comme catégorie simplement. Mais je n'ai pas dit que le corps de la femme est sexualisé. Moi, je ne dirais jamais ça. Par contre, est-ce que j'ai distingué la femme de la mère? En fait, là, il y a les mythes africains parlent en général de la femme. Mais comme nous sommes dans un contexte agricole, ou comme on dit traditionnellement, chénico-agraire, où la fécondité est importante parce que les gens ne sont pas nombreux, alors le rôle de la mère, la fonction est beaucoup plus privilégiée que l'état de femme tout simplement. Ça, c'est lié au contexte social. C'est uniquement lié à ça. Donc, quand on parle de prépondérance ou de prééminence, on parle de prééminence de la femme. Mais compte tenu de sa fonction sociale, on parle effectivement de la mère parce qu'il y a des rites de fécondité, il y a la valorisation de la reproduction, etc. Ça, c'est dans un contexte social bien déterminé. Voilà donc les deux questions que je voulais préciser, les deux réponses que je voulais donner à ces questions. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci.
Je passe la parole à Fatou Kiné Camara. Fatou Kiné Camara, tu veux prendre la parole? Oui, a disparu. Oui, oui, vas-y. Alors, j'enlève ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est répondre à tes questions, parce que tu as dit, que fait-on quand on n'est pas mère? Et ici, et c'est ça qui est la beauté de la tradition, je ne sais pas tradition, de la société africaine, c'est que nous sommes toutes des mères dès l'instant que une de nos sœurs, une de nos amies, une de nos cousines a enfanté. Ça devient notre enfant et on nous appelle maman. Donc nous toutes, on va entendre le mot maman. Après, la seule différence, c'est qu'il y en a une qui va entendre maman, point, et une autre qui va entendre, comme moi, maman kiné, maman, un autre nom de femme, voilà. Mais nous allons tous entendre maman et nous allons tous aussi avoir la possibilité d'éduquer un enfant. Ensuite, Naolé, est-ce que ça veut dire égalité de classe sociale? Ce n'était pas cela à l'origine. À l'origine, et j'ai posé la question à Saliou Kanyi, paix à son âme, qui disait que Naolé, c'est Bokkelinyu Nao. Ça veut dire que nous partageons les mêmes valeurs. Donc, ça vient de Nao. Nao, ça veut dire ce qu'on estime. Donc, ça veut dire qu'on doit regarder dans la même direction. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans l'art. Ce sont ces couples que j'ai montrés, regardent dans la même direction. Donc, c'est ça être Naolé, on partage les mêmes valeurs. La maternité est-elle un fardeau? C'est vrai que oui, c'est lourd déjà. Physiquement, c'est lourd et puis en plus, c'est dangereux. Et voilà pourquoi est-ce que les femmes, les mères, celles qui, avant la grossesse, pendant, après, elles étaient entourées de tous les soins, justement parce que c'était une période dangereuse pour les femmes. Et ça participe du haut respect qu'on a pour elles, parce qu'en donnant la vie, d'abord, elles donnent la vie, elles portent la vie, elles entretiennent la vie par le sein maternel, et en plus, elles risquent leur vie. Donc voilà tout ce qui explique cette position surélevée dans la société africaine de la mère. Et enfin, pour le pagne autour des reins, moi j'ai adoré, vraiment, je l'avais déjà vu, la penderie de Mam, et je pense que Maggie, je ne sais pas, là je vais te laisser répondre à ça, je pense qu'il y a des parties où tu as mis un t-shirt, une petite chemise, alors que en fait, elle mettait le pagne juste il n'y avait pas de chemise, ce que je veux dire, c'est qu'on voyait la poitrine nue. Et même, on voit que dans certaines photos que j'ai montrées de sculptures de l'Égypte ancienne ou de peinture de l'Égypte ancienne, ces femmes-là qui portent le pagne en dessous des reins, en dessous de la poitrine, exactement comme le portent ces femmes, ces magnifiques reconstitutions que tu as faites. Juste qu'il fallait peut-être enlever le t-shirt, mais j'imagine qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Voilà. Merci beaucoup. Une autre intervention? Je vois des noms inscrits sur l'écran de mon ordinateur, mais je ne vais pas les appeler, je ne vais pas appeler ces personnes pour le contraire de personne. Parce que si nous n'avons plus de remarques, si nous n'avons plus de commentaires à faire, peut-être que nous allons, eh bien, écoutez, arrêter cette conversation. Je vois un doigt qui se lève. Oui, c'est... Alios. Oui, merci, professeur Mams Fatso. C'est Aloïse. C'est Aloïse. Mais je ne vous entends pas. Non, allez, tu as la parole. Ah, je ne t'entendais pas, excuse-moi. Oui, non, mais mon micro était fermé. Ah, d'accord. En tout cas, merci de l'invitation et je commence par féliciter rapidement les organisatrices de cet événement. Pour faire bref et vite, j'ai eu deux petites questions simplement concernant la tradition qui a été présentée par notre collègue tout à l'heure. C'est la tradition. La tradition, si j'ai bien compris, c'est ce qui nous est transmis. Et quand on parle du couple, la présentation des sculptures égyptiennes ou d'autres régions, c'est très beau, je suis tout à fait d'accord quant au fond de l'analyse. Mais à partir de ces sculptures, est-ce qu'on peut dire
que ce qui nous est aujourd'hui transmis, ce que nous recevons, parce que c'est ça la tradition, correspond effectivement à ce qui a été représenté à l'époque où ces statuettes ont été fabriquées. Alors, l'autre question me paraît plus générale, c'est que ce qu'on observe au niveau du corps de la femme aujourd'hui, c'est vrai, on est tout à fait d'accord, puisque je crois que Mme Bangoura Sow l'a indiqué, on peut le déplorer d'une certaine façon, mais ça concerne aussi les hommes. C'est l'ensemble, c'est le corps humain aujourd'hui qui est instrumentalisé, sexualisé, commercialisé. On en a fait un objet de plaisir, etc. Donc, un corps qui est dévalorisé, qui est complètement vidé de toute la substance que vous avez présentée dans certaines communications, tout ce qu'elle représente comme symbole, comme valeur, comme spiritualité. Alors, donc, je crois que c'est très bien de signaler cela, mais il faut dire aussi que c'est la société moderne, avec le progrès scientifique, la médecine, etc. La psychanalyse fait partie de toute cette discussion qui explique qu'aujourd'hui, on a cette image du corps, de la femme et aussi de l'homme d'une façon générale. En tout cas, voilà, ce sont les deux petites questions que je voulais poser, félicitant et remerciant les unes et l'autre de leur communication. Merci. Merci. Les présentations et les remarques. Oui, c'est vrai, le professeur a... Il peut prendre la parole? Oui, monsieur Diouf, allez-y, allez-y. Oui. Ahmed Diouf, hein? Oui, le professeur a posé une question très intéressante. Oui, très intéressante. Est-ce que ce qui nous avait transmis représente ce que nous estimons être, que c'est... est-ce que les deux interprétations correspondent? Oui. Je crois que ce qui est important, c'est le fait de transmettre. Effectivement, ce que Fatou Kiné a montré, ce sont des sculptures égyptiennes qui, de toute façon, ont un sens. Et il y a un sens qui, me semble-t-il, est tout à fait évident. Et elle a suffisamment exprimé ces évidences-là. Il y a quand même un souci d'égalité, un souci d'épanouissement du couple, un souci de spiritualité, un souci de paix, un souci d'éternité. Ça se voit manifestement dans ces sculptures-là. Est-ce que nous les avons reçues ou est-ce qu'en les recevant, nous les avons transfigurées? C'est une autre question. L'essentiel, c'est d'avoir reçu ça et de l'avoir accepté, de l'avoir continué. Parce que c'est ça la tradition. On ne reçoit pas l'objet transmis tel qu'il était dans le passé. Parce que cet objet va revivre. Tradition, c'est adhérer, ça vient d'eux. Hein? C'est ce qui a été transmis, c'est ça qui est important. Mais Fatou Kiné n'a pas voulu dire que les Égyptiens étaient affranchis de toute idéologie, parce que dans leur comportement, on peut effectivement percevoir de l'idéologie. Mais ce qui est transmis, c'est quelque chose qui ne relève pas proprement d'une idéologie. Je crois, hein, sur cette question précise-là. Bon, voilà ce que je pouvais dire à titre de réponse. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Diouf. Peut-être une ou deux dernières personnes. Écoute, Fatou, s'il n'y a personne, je prendrai la parole, voilà, si tu me permets. Oui, vas-y. Non, tu as la parole. Merci. Alors, moi, je voulais simplement dire, la transmission, est-ce que nous avons transmis? Ou qu'est-ce qu'il y a et ou qui a transmis? Évidemment, lorsque l'on se réfère à la communication de Kiné, à celle de Ahmed Diouf, et même à la penderie de Mam, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement des choses qui ont été
inventé, fabriqué, utilisé, mais avec le temps, et c'est que normal, il y a eu des transformations. Des transformations aussi bien du point de vue de la physique que spirituelle, qu'intellectuelle. Et évidemment, le fait que l'on est, que l'on est dans une période à l'heure actuelle de la mondialisation avec toutes ces possibilités de voir ce qui se passe ailleurs en instantané. Regardez, à l'heure actuelle, je suis au musée de la civilisation, au musée de la femme Henriette Bachili, mais nous sommes écoutés presque sur tous les continents. Et cela a un impact sur ce qui a été transmis, parce que ce n'est plus la grand-mère telle que ça se passait qui transmet à ses petits-enfants, ce n'est plus la mère à ses enfants, mais c'est aussi la télévision, c'est aussi maintenant avec les réseaux sociaux. Ce sont tous ces moyens de transmission qui transforment l'héritage que nous avons eu. Et si cet héritage n'a pas été bien assimilé, si elle n'a pas été bien, si on ne nous a pas donné cette fierté d'avoir eu cet héritage, évidemment, ça va se diluer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que si on avait été vraiment ancré dans ces traditions-là. Parce que, comme le dit le Wolof, tu ne peux réciter que ce que tu as appris. Et qu'a-t-on appris? Et c'est là, je crois, la grande question qui se pose, surtout dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Je pense que nos systèmes éducatifs, que ce soit formel, informel, dans le milieu familial, ce sont des questions à se poser à ce niveau-là par rapport à cette transmission et de comment on a reçu cette transmission. Voilà ce que j'avais à donner comme commentaire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une dernière intervention, sinon nous allons clore le débat. Bon, alors je vais remercier toutes les personnes qui ont présenté leur réflexion autour de ce thème qui est le corps de la femme, qui est un thème extrêmement important, en tout cas qui est cher, moi, à mes recherches et à mon activisme, mon petit activisme de mon niveau. Je pense que nous avons reçu énormément, nous avons remis au centre le corps des femmes avec les valeurs qui l'entourent et avec, partant des valeurs ancestrales aux valeurs contemporaines. Et je pense là qu'il y a tout un débat aussi bien autour des valeurs contemporaines qu'autour de ce que nous appelons les valeurs ancestrales. Parce que les valeurs ancestrales, c'est un ensemble idéologique et historique auquel nous avons recours, mais qui prête à question, qui prête à discussion, qui prête à acceptation. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, de discuter autour des valeurs qui sont posées autour du corps des femmes. Voilà, je vous remercie toutes et tous de votre présence, de votre participation et vous souhaite une très bonne soirée.